Aujourd'hui, nous allons parler d'une maladie qui peut bouleverser une vie en quelques heures à peine, la méningite. Cette infection grave des enveloppes du cerveau peut frapper brutalement, souvent sans prévenir, et toucher aussi bien les nourrissons, les enfants, les adolescents que les adultes. Dans ces situations d'extrême urgence, un mot devient vital, le diagnostic. Car c'est lui, le plus souvent, qui détermine l'issue, la vie, la survie ou des séquelles irréversibles. Mieux informé, c'est déjà protégé. Pour aborder ce sujet, je reçois deux invités. Patricia Meyrand-Sorel, vous êtes présidente de l'association Petit Ange, une association qui a pour mission d'informer, d'accompagner et de soutenir les familles touchées par la perte d'un enfant ou confrontées au handicap suite aux séquelles graves laissées par une méningite. Elle agit aussi pour prévenir et informer, faire connaître toutes les formes de la maladie, alerter sur les signes à ne pas ignorer, sensibiliser aux conséquences possibles et rappeler l'importance des vaccins. Mais son action ne s'arrête pas là. L'association va à la rencontre du public à travers des événements caritatifs, des réunions, des actions sur le terrain et même des manifestations sportives pour créer des espaces de dialogue autour de ce sujet encore trop peu connu. Enfin, elle permet à de nombreuses familles d'échanger leurs expériences et leurs témoignages, notamment via les réseaux sociaux, afin de rompre l'isolement et de faire vivre une parole collective tournée vers la prévention et la solidarité. Patricia, bienvenue dans le cheminement. Bonjour Marguerite. À vos côtés également, le docteur Nicolas Etahar, infectiologue au CH de Valenciennes, au centre hospitalier de Valenciennes. Vous êtes confronté au quotidien à la réalité clinique de la méningite. Grâce à votre expertise, vous allez nous aider à mieux comprendre cette maladie, ses symptômes, ses formes, les moyens de prévention, les enjeux du diagnostic rapide et de l'importance d'une prise en charge coordonnée. Docteur Etahar, bienvenue dans Cheminement. Merci Marguerite, merci de nous avoir invités pour parler de ce sujet. Alors je précise que cet épisode est enregistré dans le cadre de la première édition de la journée Patients et Pharma, un événement pour créer un véritable espace de dialogue entre représentants de patients et industrie qui a eu lieu le 4 décembre 2025 à Paris. Chers auditeurs, je vous informe que vous pouvez aussi écouter cette journée en podcast, car nous avons enregistré des épisodes spéciaux de cheminement, ainsi que toutes les interventions, dont celle de Patricia. Donc, si le sujet vous parle, n'hésitez pas à nous rejoindre. Alors Patricia, ma première question est pour vous. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de l'association Petit Ange ? L'association Petit Ange donc a été créée en 2007, je l'ai rejointe en 2010 et j'ai repris sa présidence en 2012. Nous avons ensuite créé un logo, modifié son nom juridique pour y ajouter Ensemble contre les méningites, car j'ai toujours été convaincue depuis le début de l'importance du mot ensemble. Notre association est gérée par des familles victimes elles-mêmes qui se battent quotidiennement pour mieux prévenir cette maladie. Nous sommes tous bénévoles et pour la grande majorité de notre bureau, nous avons perdu un enfant de cette maladie dévastatrice. Nous nous servons de notre propre expérience pour informer le grand public et de nos témoignages pour sensibiliser les professionnels de santé sur ces symptômes qui doivent alerter. Et sur une échelle un petit peu plus personnelle, est-ce que vous seriez d'accord pour nous raconter ce qui vous a amené à rejoindre l'association ? Oui, bien sûr. Personnellement, j'ai été touchée puisque j'ai perdu ma fille Gwendoline, âgée d'à peine 4 ans, en 2003. Et il y a eu un long cheminement derrière. Tout d'abord, un écroulement personnel, c'est-à-dire on passe par beaucoup de phases. On se demande qu'est-ce qui nous arrive, pourquoi si vite. Tout va tellement très vite et on est un petit peu on ne sait pas quoi faire, mais moi je savais qu'il y avait quelque chose. Il fallait donner un sens en fait à ce drame qui m'était arrivé, et c'est ainsi que j'ai rejoint l'association et que j'étais convaincue qu'ensemble, comme je le disais, on pouvait faire quelque chose, parce que pour que ça n'arrive plus jamais à une autre personne, que des parents n'aient pas à vivre ce que moi personnellement j'ai vécu. Merci beaucoup. Docteur Etahar, qu'est-ce qu'on peut dire des formes fulgurantes de la méningite ? Pourquoi elles sont si redoutables ?
Tout d'abord, le témoignage de Patricia est éloquent puisque les formes fulgurantes, malheureusement, sont fatales dans la majeure partie des cas. Les méningites, quand elles surviennent et qu'elles ne sont pas prises en charge, aboutissent à 100% de décès. Et lorsqu'elles sont prises en charge à temps, on peut avoir certaines formes qui donnent lieu à des séquelles, qu'elles soient neurologiques, ORL, des pertes d'audition, des troubles neurologiques au long cours. Également avoir des formes graves avec des purpura fulminans, des amputations de membres. Donc l'impact est quand même conséquent. Il faut savoir aussi que la méningite, c'est une maladie infectieuse qui peut toucher tout le monde. Il ne faut pas avoir d'antécédents particuliers. Ça touche tous les âges, tous les types de population, et ça peut débuter au début par une forme qui peut être sous-estimée, une forme simple avec de la fièvre, des maux de tête, un syndrome pseudo-grippal. Et malheureusement, dans certains cas, selon l'agent infectieux incriminé, on peut avoir des formes très compliquées avec une évolution qui peut se faire très rapidement dans les 12 heures. Patricia, quelles sont aujourd'hui les actions principales de l'association? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples précis d'actions récentes? Oui, alors je vais un petit peu reprendre ce que vous avez dit en début de ce podcast. En fait, notre association, elle a pour but d'aider les familles touchées par le décès et le handicap et les séquelles graves qu'on vient de dénoncer, d'informer sur toutes les formes de méningite, les symptômes, les moyens de prévention tels que la vaccination, mais également l'importance des diagnostics rapides. Nous sommes sensibles aux échanges avec les médecins généralistes, les pédiatres, les pharmaciens, les infirmières que nous rencontrons lors des événements de santé très importants, les conférences, les forums, les salons. Et puis, dans le cadre de nos actions, nous échangeons également avec les institutionnels et les autorités de santé pour alerter sur cette maladie foudroyante. Enfin, nous sommes présents sur le terrain, comme vous l'avez précisé, lors d'événements sportifs pour représenter notre association, notre combat, et restons très actifs sur les différents réseaux sociaux. Merci, docteur Ettehard. Est-ce que vos échanges avec vos patients ou avec des associations comme celle que Patricia représente aujourd'hui, Petit Ange, vous permettent d'enrichir votre pratique? Évidemment, l'infectiologie, c'est une discipline qui est relativement technique, dans laquelle on fait intervenir certes le bon sens clinique, la technologie, mais surtout reste très humaine à plusieurs égards. Au niveau de la prise en charge aiguë de la maladie infectieuse, notamment là en l'occurrence concernant la méningite, le dialogue singulier avec le patient nous permet d'établir le diagnostic, puisqu'on discute avec lui de tous ses événements de vie, ses antécédents, dans quel milieu il évolue, et tous ces éléments-là, la survenue des symptômes, le délai de survenue des symptômes, nous permet d'emblée d'affiner le diagnostic. Or, par la suite, on a des techniques qui nous permettent d'affiner le diagnostic, mais déjà l'échange singulier avec le patient nous permet de nous orienter vers un diagnostic, quel qu'il soit. Après, il faut savoir que l'infectiologie a de ça la particularité d'être une discipline des populations, c'est-à-dire qu'on évalue le risque épidémiologique, le risque épidémique, et dans le cas de la méningite, on le sait, c'est une maladie qui peut être contagieuse en fonction du germe impliqué, et de ce fait, aller expliquer aux populations le risque d'épidémie et puis les moyens de prévention, c'est essentiel. Et pouvoir s'adapter à chaque population, la population pédiatrique, parfois les populations de migrants, enfin tout type de population, et ça, il faut pouvoir aller au-devant, et les associatifs nous y aident fortement. Dernier point, l'infectiologie, c'est aussi une discipline de prévention, et Patricia l'évoquait, la vaccination, ça fait partie des moyens de pouvoir se prémunir contre certaines formes de méningite, et de ce fait, pour aller au-devant des patients et de tous les usagers, au final, il faut qu'on puisse être armé avec l'appui des associatifs qui connaissent le milieu d'évolution des usagers pour pouvoir être beaucoup plus efficaces dans nos messages et adaptés dans nos missions. Donc oui, plus que jamais, l'échange avec les patients et les associatifs est essentiel.
Docteur Ettard, en tant que clinicien, est-ce que vous avez constaté une évolution des connaissances du grand public sur la méningite? Alors oui, par certains abords, on peut dire qu'il y a eu une évolution de la connaissance de la méningite, mais de façon euh, de façon non uniforme, en fonction du niveau socioculturel, en fonction de finalement en fonction de la zone d'habitation, en fonction des liens qu'on peut avoir avec les associatifs, les événements de vie, on est ou pas sensibilisé à la méningite. Très dernièrement, on a malheureusement eu quelques cas décrits dans l'ouest de la France, qui a remis un peu un projecteur sur la problématique de la méningite et de sa prévention. Mais quoi qu'il en soit, globalement, il est toujours nécessaire de revenir à l'information parce que les connaissances évoluent, parce que parfois un sujet ne devient plus à la mode et puis on s'en détourne. Et quel que soit l'état des connaissances, finalement, il est toujours très important de marteler un petit peu, c'est l'objet aussi de l'échange d'aujourd'hui, les enjeux pour pouvoir faire prendre connaissance de la gravité et puis de la possibilité de bien prendre en charge ces maladies. Je reviens sur ce que disait Patricia. Il faut quand même alerter la population sur le fait que parfois une méningite peut débuter par une forme qui peut être trompeuse. Et alerter aussi sur l'évitabilité de la maladie par le biais des mesures barrières dans un premier temps et par la vaccination. Quels sont les moyens de diagnostic actuellement? Alors, à l'heure actuelle, on a toujours les moyens classiques. Donc, j'en parlais tout à l'heure, il y a l'interrogatoire du patient ou de sa famille qui permet, en fonction du contexte de vie du patient, de nous orienter vers un diagnostic et de méningite et éventuellement de nous orienter vers l'agent infectieux responsable de la méningite. L'examen clinique qui est l'incontournable, qui nous permet effectivement de confirmer la suspicion de méningite. Et après, au niveau diagnostic technique pur, on a l'analyse du liquide céphalo-rachidien par ponction lombaire avec un examen direct. Donc, on met le liquide céphalo-rachidien au microscope pour voir s'il existe des cellules inflammatoires, pour également voir si on a, en fonction des colorations, des germes qui sont identifiables, et on va jusqu'à la culture, c'est-à-dire qu'on ensemence des milieux de culture avec le liquide céphalo-rachidien, et la culture reviendra positive pour l'un des agents infectieux si le diagnostic est bien celui d'une méningite infectieuse. Après, on a, j'en parlais en introduction, on a l'avènement des nouvelles technologies avec l'utilisation de la PCR qui nous permet d'avoir des diagnostics rapides en fonction de la disponibilité de ces tests-là et qui permet aux cliniciens de s'orienter vers une méningite et vers l'agent infectieux vers l'agent infectieux responsable de l'atteinte. Comment les tests rapides peuvent-ils changer concrètement la prise en charge médicale et est-ce que vous pouvez nous donner un exemple clinique? Alors, les tests rapides sont une innovation dans l'algorithme de prise en charge des patients suspects de méningite, puisque, comme je vous le disais précédemment, finalement, ils permettent un gain de temps dans la prise en charge, parce que très rapidement, dans des délais beaucoup plus brefs que ceux que l'on avait avec l'examen direct, la culture, permet d'avoir un meilleur degré de certitude sur l'agent infectieux impliqué dans la méningite et permettent d'adapter le traitement. Donc, il y a un double enjeu, un enjeu diagnostique de quasi-certitude pour pouvoir identifier l'agent infectieux et d'adapter d'emblée le traitement antibiotique, donc des heures de gagner sur la mise en route du traitement, mais également de limiter le recours à d'autres thérapeutiques peut-être un peu plus iatrogènes, donc qui induisent un peu plus d'effets indésirables, parce que souvent quand on a une méningite, de façon probabiliste, n'ayant pas connaissance du germe exact, on peut être amené à utiliser plusieurs anti-infectieux
en même temps, ce qui, vous vous en doutez, peut avoir des conséquences en termes d'effets indésirables. Là, le fait d'avoir un diagnostic de quasi-certitude avec l'utilisation de la PCR nous permet de cibler d'emblée le traitement anti-infectieux. Donc un gain de temps avec limitation des complications liées à la méningite et également limitation des complications liées aux effets indésirables des traitements. Dans le système de santé actuel, comment adapter les tests? Est-ce que les tests rapides peuvent être pertinents? Alors les tests rapides sont pertinents à la lumière de ce que je viens de vous évoquer. Maintenant, il faut savoir bien les utiliser et les positionner dans une suite de réflexions sans omettre l'examen clinique, l'interrogatoire du patient et bien pouvoir le positionner au bon moment pour pouvoir être déclencheur d'une bonne prise en charge. L'utiliser à mauvais escient pour tout patient ayant des maux de tête avec une fièvre ne serait pas opportun et pourrait introduire des biais dans les prises en charge. Donc oui, un réel intérêt, mais vraiment à positionner à sa bonne place. Merci. Et on arrive déjà à la fin de cette interview. Ma dernière question pour tous les deux, je vais commencer par Patricia. Comment vous imagineriez une collaboration idéale entre professionnels de santé, associations et industriels du diagnostic ? Alors une collaboration idéale, je ne sais pas, mais en tout cas, je sais qu'il est essentiel de communiquer, de partager nos expériences et de croiser nos regards sur une maladie imprévisible et dévastatrice. Ça c'est certain. Et nous savons aujourd'hui que la rapidité d'action peut faire toute la différence. Il faut améliorer le parcours des patients et leur prise en charge, et cela ensemble pour sauver des vies. J'ai envie de dire que j'aurais pas grand-chose à rajouter puisque tout a été dit par Patricia, sincèrement. Puis, après, oui, l'échange entre les trois parties est essentiel parce que nous, professionnels de santé, nous devons nous nourrir des expériences de chacun, de la réalité de terrain, et pouvoir connaître un petit peu tous les espaces d'évolution des usagers pour pouvoir pénétrer ces espaces-là avec la bonne information, les bons messages, pouvoir porter la bonne parole, et puis rien de tel qu'une discussion entre pairs usagers pour pouvoir bien se comprendre et bien informer. Nous, professionnels de santé, bien sûr, on doit être toujours motivés, toujours aux aguets pour traquer les moindres innovations qui seront bénéfiques aux patients, toujours mettre notre activité vraiment au cœur des prises en charge pour donner le meilleur de nous-mêmes et les industriels avoir les retours de terrain pour pouvoir performer toujours plus et effectivement offrir la meilleure des prises en soins possibles. Merci beaucoup à tous les deux. Merci également. Merci pour cet échange.